En quelques semaines seulement, 3 capitales du Sahel ont brutalement fermé leurs portes à Washington. Présentée comme une simple mesure de réciprocité, cette décision bouleverse en réalité l'aide internationale, les investissements, la sécurité régionale et l'équilibre diplomatique déjà fragile de la zone. Que signifie concrètement ce basculement pour les populations et jusqu'où peut aller le pari politique incarné par Ibrahim Traoré dans cette confrontation assumée avec l'Occident, un choix stratégique qui promet autonomie et dignité, mais qui expose aussi le Sahel à des conséquences rapides, profondes et difficilement réversibles. Cette analyse propose d'aller au-delà du geste symbolique pour comprendre ce qui est réellement en jeu derrière la fermeture des portes du Sahel aux États-Unis. Il ne s'agit pas seulement d'un bras de fer diplomatique, mais d'un choix qui touche directement la souveraineté, la trajectoire économique et la sécurité quotidienne de millions de personnes. L'objectif est clair, permettre au lecteur de saisir en quelques minutes ce que cette décision change concrètement pour les États, pour les entreprises, pour les populations et pour l'équilibre régional déjà instable. Au cœur de cette séquence, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise à la fois les espoirs d'émancipation et les inquiétudes liées à un isolement possible. Soutenue par une partie de l'opinion publique, cette rupture est présentée comme un acte de dignité et d'autonomie, mais elle s'accompagne de coûts potentiels rarement explicités dans le débat public. La question centrale n'est donc pas de savoir si le geste est courageux, mais s'il est soutenable. Quels bénéfices réels peuvent en découler et à quel prix? Les réponses exigent de regarder les chiffres, les alliances alternatives et les réactions internationales, sans slogan ni simplification. La rupture affichée n'est pas seulement politique, elle est mesurable. En 2023, le Niger recevait plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une part majeure provenait des États-Unis et de l'Union européenne, tandis que l'aide internationale représentait jusqu'à 15% du PIB dans certains pays du Sahel. Ces chiffres donnent immédiatement une autre dimension à la décision prise par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce basculement intervient dans un contexte déjà sous tension. La région du Sahel cumule instabilité sécuritaire, pression terroriste persistante, crise climatique récurrente et fragilité économique structurelle. Les relations avec les partenaires occidentaux jouèrent jusqu'ici un rôle clé dans l'aide humanitaire, la coopération sécuritaire et les investissements étrangers. La fermeture des portes aux États-Unis rompt donc un équilibre précaire construit sur des décennies de dépendance autant que de contestation. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages les plus visibles d'un mouvement plus large. Il ne s'agit pas d'une décision isolée, mais d'une dynamique régionale initiée par le Niger, puis rapidement suivie par le Mali et le Burkina Faso. Le message adressé à la communauté internationale est clair. La réciprocité devient un principe central et la souveraineté un argument non négociable. Cependant, ce repositionnement stratégique s'accompagne d'un pari implicite. En s'éloignant des États-Unis, ces pays cherchent à redéployer leurs alliances vers d'autres partenaires, notamment la Chine et la Russie, perçus comme des alternatives capables de combler le vide laissé par l'Occident. Reste à savoir si cette substitution peut réellement fonctionner à court et moyen terme, ou si elle expose le Sahel à de nouvelles formes de dépendance. Pour comprendre la portée concrète de cette décision, il faut quitter les déclarations officielles et observer ses premiers effets sur le terrain. Dans les capitales du Sahel, la fermeture diplomatique aux États-Unis a immédiatement produit des signaux visibles. Des manifestations de soutien ont émergé portées par un discours de dignité retrouvée et de rejet de l'ingérence étrangère.
Cette réaction populaire, bien que non uniforme, montre que le geste politique résonne avec un sentiment ancien de frustration et de dépendance subie. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré joue un rôle de figure de proue, plus que de simple décideur. Son image incarne une rupture générationnelle et symbolique avec les anciens cadres de coopération. Pour ses partisans, il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais d'un changement de posture mentale, passer de la réaction à l'affirmation. Cette personnification du choix stratégique facilite l'adhésion, mais elle concentre aussi les attentes sur un leadership encore confronté à de fortes contraintes internes. Les premiers impacts se font également sentir dans les administrations et les secteurs dépendants de l'aide internationale. Des responsables locaux évoquent des retards de financement, des incertitudes sur la continuité de certains projets et une prudence accrue des partenaires étrangers. Rien de spectaculaire à court terme, mais une accumulation de micro-tensions qui signalent un changement de régime relationnel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une décision symbolique peut produire des effets réels avant même que ses bénéfices annoncés ne se matérialisent. Tout commence par un déclencheur précis, souvent réduit à une note de bas de page dans les débats internationaux. Les restrictions de visa imposées par les États-Unis à plusieurs responsables et ressortissants de pays du Sahel. Pour Washington, il s'agissait d'un instrument de pression diplomatique classique. Pour le Niger, puis pour le Mali et le Burkina Faso, cette mesure a été perçue comme une humiliation supplémentaire et un rappel brutal du déséquilibre des relations. La réponse n'a pas été graduelle, elle a été directe, assumée et coordonnée. Le Niger ouvre la séquence en suspendant l'octroi de visas aux citoyens américains. En quelques jours, le Mali et le Burkina Faso s'alignent. Ce passage de l'initiative individuelle à la dynamique collective marque le point de bascule. La décision n'est plus seulement nationale, elle devient régionale. À ce stade, Ibrahim Traoré et ses homologues transforment un contentieux administratif en acte politique majeur, présenté comme un signal adressé à l'ensemble de la communauté internationale. Le point culminant intervient lorsque cette réciprocité est publiquement revendiquée comme un choix stratégique et non comme une réaction émotionnelle. Le discours change de registre. Il n'est plus question de visa, mais de souveraineté, de dignité et de refus de l'ingérence occidentale. Cette requalification narrative amplifie la portée du geste. Elle permet de rallier une partie de l'opinion publique régionale et de donner à la décision une dimension historique presque fondatrice. Mais chaque bascule entraîne des répliques. Très rapidement, les réactions internationales se multiplient. Les États-Unis et leurs partenaires européens expriment leurs inquiétudes, évoquent les risques économiques et sécuritaires et rappellent leur rôle dans l'aide humanitaire et la lutte contre le terrorisme. En parallèle, la Chine et la Russie sont mises en avant comme partenaires alternatifs, capables, selon les dirigeants sahéliens, de soutenir cette nouvelle trajectoire. Sur le plan interne, les effets commencent à se diffuser. Les administrations anticipent des réductions de financement. Les acteurs économiques s'interrogent sur la stabilité des investissements étrangers. Les secteurs dépendants de l'aide internationale entrent dans une phase d'attente prudente. Rien ne s'effondre immédiatement, mais le climat change. L'incertitude devient un facteur central. Cette chaîne d'événements révèle un enchaînement classique mais risqué, un déclencheur limité, une escalade symbolique rapide, puis des répercussions diffuses qui dépassent largement l'intention initiale. Le geste se voulait un acte de force. Il ouvre désormais une phase où chaque décision future pèsera plus lourd car le retour en arrière devient politiquement coûteux. Avant la rupture, l'économie du Sahel reposait sur un socle financier largement adossé à l'aide et aux partenariats occidentaux.
Après la décision, ce socle se fragilise et l'écart devient mesurable. En 2023, le Niger recevait plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une part substantielle provenait des États-Unis et de l'Union européenne. Un flux désormais menacé par la dégradation des relations diplomatiques. Cette aide ne constituait pas un simple appoint budgétaire, mais un pilier de financement pour des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Un autre indicateur important concerne le poids macroéconomique de cette aide. Dans certains pays du Sahel, elle représentait jusqu'à 15% du produit intérieur brut. Autrement dit, une réduction même partielle de ces apports peut provoquer un choc immédiat sur les finances publiques. La disparition de ces ressources ne se traduit pas seulement par moins de projets, mais par des arbitrages douloureux entre dépenses sociales, sécurité et fonctionnement de l'État. Ce delta entre une dépendance structurelle et une autonomie revendiquée constitue le cœur du risque économique. Un autre élément structurant touche aux investissements directs étrangers. En 2022, ils atteignaient environ 2,3 milliards de dollars pour l'ensemble des pays concernés. Ces flux étaient en partie portés par des entreprises occidentales, notamment américaines, actives dans l'énergie et les matières premières. Dans un environnement perçu comme politiquement instable et diplomatiquement tendu, ces investisseurs deviennent plus prudents. Le ralentissement ou le retrait progressif de certains projets peut produire un effet domino sur l'emploi local, les recettes fiscales et la confiance des marchés. Face à ces pertes potentielles, les autorités sahéliennes mettent en avant une stratégie de compensation. Les échanges commerciaux avec la Chine, par exemple, ont connu une croissance rapide, atteignant plusieurs milliards de dollars et progressant fortement d'une année sur l'autre. Cette dynamique alimente l'argument selon lequel de nouveaux partenaires pourraient combler le vide laissé par l'Occident. Cependant, ces flux sont souvent concentrés sur des secteurs précis et accompagnés de conditions différentes, notamment en matière d'endettement et de contrôle des infrastructures. La Russie, de son côté, apparaît davantage comme un partenaire sécuritaire que comme un bailleur économique de long terme. Son soutien se manifeste surtout par des accords militaires et diplomatiques, utiles pour la stabilité immédiate, mais insuffisants pour remplacer l'ampleur des financements occidentaux. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré et ses alliés se retrouvent face à une équation complexe. Transformer un capital politique fondé sur la souveraineté en un modèle économique capable d'absorber ces deltas financiers. Pris ensemble, ces chiffres ne condamnent pas automatiquement la stratégie adoptée. Ils montrent cependant que la transition ne sera ni neutre ni indolore. L'écart entre les ressources perdues et les alternatives disponibles crée une zone de vulnérabilité où chaque retard, chaque choc externe peut amplifier les tensions sociales et budgétaires. La question n'est donc plus de savoir si l'impact existe, mais combien de temps ces économies peuvent tenir avant que les ajustements nécessaires ne deviennent visibles pour les populations. Les critiques de la décision sahélienne avancent comme d'abord un argument central. La rupture avec les États-Unis et plus largement avec l'Occident risque d'entraîner une isolation diplomatique durable. Les partenaires occidentaux demeurent des acteurs clés de l'aide humanitaire, de la coopération sécuritaire et des mécanismes multilatéraux de gestion de crise. En se coupant de ces réseaux, les pays du Sahel pourraient perdre un accès privilégié à des leviers d'influence essentiels, notamment dans les instances internationales où se négocient sanctions, soutien financier et médiation régionale. Un autre argument souvent avancé concerne la fragilité des alternatives mises en avant. La Chine et la Russie sont présentés comme des partenaires de substitution capables de compenser les pertes occidentales. Or, leurs engagements sont généralement ciblés.
Les investissements chinois se concentrent sur les infrastructures et les ressources naturelles, avec des contreparties financières qui peuvent accroître l'endettement et réduire la marge de manœuvre budgétaire. La Russie, quant à elle, offre surtout un appui sécuritaire et diplomatique sans disposer des capacités financières nécessaires pour soutenir un développement économique large et durable. Selon cette lecture, la diversification annoncée pourrait créer une nouvelle dépendance plutôt qu'une véritable autonomie. Face à ces critiques, les partisans de la rupture opposent une réponse structurée. Ils rappellent d'abord que la dépendance vis-à-vis de l'Occident n'a pas permis de résoudre les problèmes fondamentaux de la région. Malgré des décennies d'aide, le Sahel reste confronté à l'insécurité, à la pauvreté et à une instabilité politique chronique. La décision actuelle est donc présentée comme une tentative de rompre un cycle jugé inefficace, quitte à accepter des coûts à court terme pour réorienter la trajectoire à long terme. Ils soulignent également que la diversification des partenariats ne se limite pas à un simple transfert d'allégeance. Elle s'inscrit dans une logique de négociation accrue où les États sahéliens cherchent à jouer sur plusieurs tableaux afin de réduire leur vulnérabilité. Dans cette perspective, le geste symbolique de fermeture des portes vise aussi à rééquilibrer le rapport de force, en signalant que la coopération n'est plus inconditionnelle. La réponse la plus solide tient cependant dans un constat pragmatique: rester dans le statu quo n'offrait aucune garantie d'amélioration. La stratégie actuelle comporte des risques élevés, mais elle est perçue par ses défenseurs comme la seule capable de créer une fenêtre de renégociation réelle. La question devient alors moins morale que stratégique. Ces États auront-ils le temps et les capacités institutionnelles nécessaires pour transformer cette prise de position en gain concret avant que les coûts ne s'accumulent? À mi-parcours de cette séquence, un élément change la lecture globale. La décision sahélienne n'est plus seulement tournée vers l'extérieur, elle reconfigure aussi les équilibres internes. En fermant la porte aux États-Unis, les dirigeants ne définissent pas uniquement une puissance étrangère, ils redéfinissent implicitement le contrat politique avec leur propre société. La souveraineté devient une promesse centrale, mais aussi un critère immédiat d'évaluation du pouvoir. Ce déplacement du centre de gravité est décisif. Tant que la rupture reste symbolique, elle fédère. Dès qu'elle produit des effets concrets sur l'économie, l'emploi ou l'accès aux services essentiels, elle devient mesurable, donc contestable. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension, celle d'un leader dont la légitimité dépendra de sa capacité à transformer un acte de résistance en résultat tangible, et non plus seulement en récit mobilisateur. Ce moment charnière n'est donc pas un point d'orgue, mais un point de bascule. La question n'est plus fallait-il rompre, mais comment tenir? Les alliances alternatives, les choix budgétaires et la gestion des attentes populaires entrent dans une phase critique où chaque délai compte. Ce moment marque la fin de l'élan initial et le début d'une période plus exigeante, où la cohérence entre discours et réalité sera scrutée avec une attention croissante à l'intérieur comme à l'extérieur du Sahel. Pour les États, la première conséquence est budgétaire. La réduction potentielle de l'aide occidentale et le ralentissement des investissements étrangers obligent à revoir les priorités. Les gouvernements doivent arbitrer entre dépenses sociales, sécurité et fonctionnement administratif dans un contexte où la marge de manœuvre est déjà étroite. Pour des régimes qui ont fait de la souveraineté un pilier du discours, chaque coupe devient politiquement sensible. La capacité à maintenir les services publics sans soutien extérieur devient un test immédiat de crédibilité, notamment pour le leadership incarné par Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, l'effet est plus diffus
mais tout aussi réelle. Les acteurs locaux dépendant de projets financés par des bailleurs occidentaux font face à des retards, voire à des suspensions. Les entreprises étrangères, en particulier américaines, évaluent désormais le risque politique avec plus de prudence. Dans des secteurs clés comme l'énergie ou les infrastructures, cette hésitation peut freiner la création d'emplois et réduire les transferts de compétences. À court terme, l'incertitude pèse davantage que la rupture elle-même. Du côté des ménages, les impacts se traduisent rarement en termes diplomatiques, mais en réalité quotidienne. La baisse de financements internationaux peut affecter l'accès aux soins, à l'éducation ou à l'aide alimentaire dans certaines zones vulnérables. Ces effets ne sont ni immédiats ni uniformes, mais ils s'accumulent progressivement. Lorsque les projets ralentissent et que les prix augmentent, la souveraineté abstraite se heurte à des préoccupations très concrètes, surtout pour les populations déjà fragilisées. Pour finir, pour la région, la décision crée un précédent. Le Sahel s'affirme comme un bloc capable de défier ouvertement une grande puissance, ce qui renforce la solidarité politique entre certains États. Mais cette posture peut aussi accentuer l'isolement régional si elle n'est pas suivie par d'autres partenaires africains ou si elle entraîne des tensions avec des acteurs clés de la sécurité collective. L'équilibre entre affirmation et marginalisation devient alors central. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité nuancée. La rupture ne produit ni effondrement immédiat, ni bénéfices automatiques. Elle redistribue les coûts et les risques entre acteurs publics, économiques et sociaux. C'est dans cette redistribution, plus que dans les déclarations officielles, que se joue la portée réelle de la stratégie portée par Ibrahim Traoré et ses alliés. Dans un scénario de base, les pays du Sahel parviennent à absorber partiellement le choc sans rupture majeure. Les relations avec la Chine et la Russie se renforcent progressivement, permettant de maintenir certains investissements, notamment dans les infrastructures et l'énergie. L'aide occidentale diminue, mais sans coupure brutale, laissant au gouvernement une marge d'ajustement. La stabilité politique tient au prix d'arbitrages budgétaires serrés et d'une croissance plus lente que prévu. Ce scénario n'apporte pas de transformation profonde, mais évite l'effondrement au prix d'un statu quo réaménagé. Le scénario optimiste repose sur une réussite diplomatique alternative. Les partenariats avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs émergents se traduisent par des investissements suffisants pour compenser les pertes occidentales. La coopération sécuritaire permet une amélioration relative de la situation sur le terrain, renforçant la légitimité des dirigeants. Dans ce cadre, la rupture initiale devient un levier de renégociation plus large, ouvrant la voie à une intégration régionale accrue et à une affirmation politique durable. Ce scénario reste toutefois conditionné à une forte capacité de gouvernance et à une coordination régionale effective. À l'inverse, le scénario pessimiste voit les coûts s'accumuler plus vite que les bénéfices. Les investissements étrangers ralentissent fortement, l'aide internationale se contracte et les alternatives ne suffisent pas à combler le vide. Les tensions, les tensions sociales augmentent sous l'effet des difficultés économiques et de la dégradation des services publics. Sur le plan sécuritaire, l'isolement complique la coopération contre les groupes armés. Dans ce contexte, la souveraineté proclamée devient synonyme de vulnérabilité accrue et le leadership politique est mis sous pression. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. La réalité pourrait combiner des éléments de chacune. Le point clé tient moins au choix initial qu'à la capacité d'adaptation.
Si les gouvernements, et en particulier Ibrahim Traoré, parviennent à transformer l'élan politique en décisions pragmatiques, le risque peut être contenu. À défaut, l'écart entre ambition et réalité pourrait se refermer brutalement. Pour le citoyen du Sahel, les effets de cette décision se mesurent d'abord à l'échelle du quotidien. Lorsque l'aide internationale ralentit, ce sont souvent les services de santé, les programmes éducatifs et les infrastructures locales qui en ressentent les premiers contre-coups. Les choix diplomatiques se traduisent alors en files d'attente plus longues, en projets différés, en budgets locaux sous tension. La souveraineté devient une notion tangible, évaluée non par des discours, mais par la capacité de l'État à maintenir un minimum de protection sociale. Pour les acteurs économiques locaux, artisans, commerçants ou entrepreneurs, l'enjeu est celui de la visibilité. L'incertitude diplomatique rend l'environnement des affaires plus imprévisible. Certains projets sont mis en pause, d'autres cherchent de nouveaux financements. Cette période peut aussi créer des opportunités pour des partenariats régionaux ou sud-sud, mais elle exige une capacité d'adaptation rapide, souvent inégale selon les secteurs. Pour les observateurs extérieurs, notamment en Afrique et au-delà, la séquence sahélienne agit comme un signal. Elle pose une question plus large. Jusqu'où des États peuvent-ils aller dans la contestation de l'ordre international sans en payer immédiatement le prix? La trajectoire suivie sera scrutée, commentée, parfois imitée. Le succès ou l'échec de cette stratégie influencera la crédibilité de démarches similaires ailleurs sur le continent. Pour finir, pour le lecteur en tant que citoyen du monde, cette situation rappelle que les choix géopolitiques ne sont jamais abstraits. Ils affectent les chaînes d'approvisionnement, les flux migratoires, la sécurité régionale et les équilibres diplomatiques géopolitiques globaux. Comprendre ce qui se joue au Sahel, c'est aussi saisir comment des décisions locales peuvent produire des effets en cascade bien au-delà de leurs frontières. À ce stade, la question n'est plus seulement d'observer, elle est de comprendre quelles marges de manœuvre existent encore et pour qui dans une séquence où chaque acteur doit désormais composer avec les conséquences de choix assumés. Transformer une rupture diplomatique en trajectoire viable exige une méthode claire. La première étape concerne les gouvernements avec un calendrier immédiat. À court terme, il s'agit de sécuriser les financements essentiels pour la santé, l'éducation et la sécurité en identifiant précisément les manques créés par la baisse de l'aide occidentale. Cette phase demande des arbitrages rapides et transparents afin d'éviter que l'ajustement budgétaire ne se traduise par une dégradation brutale des services de base. La mesure du succès repose ici sur la continuité effective des programmes prioritaires. La deuxième étape implique la diversification diplomatique sur un horizon de quelques mois. Les partenariats avec la Chine et la Russie doivent être complétés par des ouvertures vers d'autres acteurs, notamment régionaux et africains, afin de limiter toute nouvelle dépendance exclusive. Cette démarche suppose des négociations pragmatiques centrées sur des projets concrets plutôt que sur des déclarations symboliques. L'indicateur clé devient alors la variété des sources de financement et la capacité à maintenir une marge de négociation. Par ailleurs, le renforcement institutionnel est indispensable. Sans administration capable de gérer des ressources rares et de contrôler leur utilisation, la souveraineté proclamée reste fragile. Cela implique des réformes graduelles en matière de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption. Ces chantiers sont moins visibles politiquement, mais ils conditionnent la crédibilité de l'ensemble de la stratégie à moyen terme. Leur efficacité se mesure par la stabilité budgétaire et la confiance des partenaires. Pour finir, le leadership politique joue un rôle central. Des figures comme Ibrahim Traoré doivent articuler un discours de souveraineté avec des résultats tangibles, en expliquant clairement les coûts, les délais
et les compromis nécessaires. La communication devient un outil de gestion des attentes autant qu'un instrument politique. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle offre un cadre. Sans séquencement clair, la rupture risque de rester un symbole. Avec lui, elle peut devenir un processus certes risqué, mais maîtrisable. Au début de cette séquence, il y avait des images de foule, des discours de rupture et un sentiment de dignité retrouvée. Aujourd'hui, ce même élan se confronte à une réalité plus silencieuse, faite de chiffres, de délais et de compromis. Le motif qui revient n'est plus seulement celui de la défiance, mais celui de l'endurance. Tenir dans le temps devient l'enjeu central, bien au-delà de l'effet d'annonce initial. Dans ce chemin étroit, la figure d'Ibrahim Traoré reste un point de convergence. Pour beaucoup, il incarne la possibilité de rompre avec un passé de dépendance. Pour d'autres, il symbolise le risque d'un pari dont les coups pourraient dépasser les promesses. Cette tension n'est pas un accident. Elle est au cœur de toute tentative de redéfinition politique profonde. Ce qui se joue désormais n'est pas la légitimité du geste, mais sa traduction concrète. La souveraineté cesse d'être un slogan lorsqu'elle doit nourrir, soigner, protéger. À cet instant, le récit héroïque laisse place à une exigence plus rude, celle de résultats visibles et durables. Une phrase résume ce moment charnière. La rupture n'a de valeur que si elle tient dans le quotidien. C'est sur ce terrain, plus que dans les sommets diplomatiques, que se jugera l'issue de cette trajectoire sahélienne. Au terme de ce parcours, une chose apparaît clairement. La décision des pays du Sahel ne peut être réduite à un simple affrontement diplomatique. Elle pose une question plus large sur la manière dont des États fragiles cherchent à reprendre la main dans un système international asymétrique. Entre aspiration à la souveraineté, contraintes économiques et pression sécuritaire, le chemin choisi est étroit et semé d'incertitudes. Cette séquence invite aussi à dépasser les lectures binaires. Le geste peut être à la fois porteur de dignité et générateur de risques. Il peut ouvrir des marges de négociation tout en exposant des vulnérabilités nouvelles. C'est précisément dans cette zone grise que se joue l'avenir du Sahel, loin des slogans et des jugements rapides. Pour le lecteur, l'enjeu est désormais de rester attentif à ce qui suivra. Les prochains mois diront si les choix opérés produisent des ajustements maîtrisés ou des tensions difficiles à contenir. Le rôle de leader comme Ibrahim Traoré, la capacité des sociétés à absorber les chocs et la réaction des partenaires extérieurs seront déterminants. La question reste ouverte et mérite d'être discutée sans caricature. Cette rupture marque-t-elle le début d'une souveraineté durable ou révèle-t-elle les limites d'un pari nécessaire mais risqué?